lance Voilà. l'enregistrement. Je vous laisse introduire ce webinaire. Merci Karine. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous rejoindre à ce webinaire organisé par l'AT2E et l'ADEME sur la décarbonation de l'industrie. Je pense que ce n'est pas utile de rappeler que la décarbonation de l'industrie, c'est d'abord l'efficacité énergétique, la chaleur décarbonée, l'électrification des procédés et les intrants peu carbonés. Réduire nos émissions dans l'industrie, c'est fondamental pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Alors, vous vous souvenez sans doute qu'en 2021, à travers le plan de relance et le fonds de décarbonation de l'industrie, c'était 1,2 milliard d'euros qui avaient été alloués aux industriels pour investir dans la décarbonation de leurs sites. Aujourd'hui, on se trouve dans le cadre de France 2030 et on revient de nouveau sur ce thème de décarbonation avec des budgets encore plus importants qui vont vous être présentés tout à l'heure. Il y a un peu plus d'un mois, vous vous souvenez peut-être également que l'ADEME avait présenté 4 appels à projets qui étaient tournés vers l'innovation, les nouvelles technologies et l'industrialisation des procédés. Et ça correspondait à un budget d'un peu plus de 600 millions d'euros sur ce plan global. Alors aujourd'hui, on revient vers les investissements industriels avec une première enveloppe de 150 millions d'euros. Donc cet appel à projet Industrie zéro fossile va viser évidemment en priorité la réduction des consommateurs, enfin des combustibles et des intrants fossiles, et aussi tous les projets qui pourront être mis en œuvre à bref délai. Donc nous aurons pour la DGE Xavier Aparicio, pour l'ADEME Valentin Jean, Pauline Champeau, Théo Pépéris, Florent Villard, Tristan Hubé, Mathieu Veloff et Sylvain Bordebeur qui seront avec nous pour répondre à toutes vos questions. Comme Karine vous l'a expliqué, vous aurez accès à l'ensemble des documents et vous utiliserez l'onglet questions pour poser vos questions tout au long de ce webinaire. Donc je passe tout de suite la parole à Théo et à l'ensemble des experts de l'ADEME et la DGE. Oui, bonjour à tous. Merci, merci Daniel Cap pour cette introduction. Donc on va tout de suite commencer. Donc je suis Théo Pipéris de l'ADEME, je travaille au service industrie. Alors, tout d'abord, au niveau du sommaire, donc on a eu l'introduction voilà, de Daniel Cap. On va commencer par faire un bilan du fonds décarbonation de l'industrie qui a été mis en place dans le cadre du plan de relance avant de se plonger vraiment dans France 2030 et donc cet appel à projet Industrie zéro fossile qui se décompose notamment en 3 volets. Un premier volet sur le BCAT, donc c'est sur la chaleur bas carbone. Un deuxième volet sur la décarbonation des utilités et des procédés, et un troisième volet qui est nouveau et qui s'appelle Décarb Flash. Ensuite, on fera quelques actualités et on pourra passer à une session de questions-réponses. Alors, voilà, donc pour le fonds décarbonation de l'industrie, qui a été mis en place dans le cadre de France Relance, donc comme l'a rappelé Daniel en introduction, il y a eu 1,2 milliard d'euros qui ont été mis à disposition pour 2 volets. Donc un premier volet qui est la décarbonation des procédés et des utilités et qui se décomposait en 2 sous-volets. Dans un premier temps, il y avait les appels à projets de l'ADEME qui visaient les projets dont le projet ou la grappe de projet sur le même site industriel dépassait les 3 millions d'euros de CAPEX. Il y a eu notamment le premier appel à projet en fin 2020, un du CE, et ensuite s'en est suivi 2 appels à projet Décarb Inde en 2021. Et il y avait un deuxième sous-volet qui était le guichet de l'ASP et qui lui ciblait les plus petits projets, donc avec des CAPEX inférieurs à 3 millions d'euros, mais qui était un peu plus automatique et qui visait une liste fermée de technologies. Et donc il y avait un deuxième gros volet sur ce fonds décarbonation de l'industrie qui était la chaleur bas carbone et qui visait notamment les installations de biomasse et de CSR. Alors c'est pas nouveau, hein, l'aide notamment à la biomasse qui était aidée dans le cadre du fonds chaleur. Et il y avait aussi le fonds économie circulaire qui permettait d'aider ces installations. Mais voilà, il y a eu un abondement d'argent supplémentaire pour aider ces projets-là. Et notamment avec une nouveauté qui était une aide à l'OPEX, donc une aide au fonctionnement, notamment pour les installations de biomasse. Voilà. Donc c'est important, en fait, on se permet aussi de faire un bilan du fonds décarbonation de l'industrie, parce que vous allez voir que l'appel à projet Industrie zéro fossile ressemble beaucoup à ce qui a été fait ces 2 dernières années. Alors,
si la slide passe. Voilà, donc rapidement, si on fait un bilan à date, parce qu'il y a encore des projets qui sont en cours d'instruction, mais globalement, donc sur cette carte, vous pouvez voir donc tous les projets de ces deux volets qui ont été aidés, donc, notamment en orange sur le volet de décarbonation des procédés des utilités et en vert sur le volet chaleur bas carbone. Il y a eu quasiment une centaine de lauréats pour chacun de ces volets-là. Et voilà, donc ça représente plus de 750 millions d'euros d'aide au CAPEX, avec pour le volet chaleur bas carbone 320 millions d'euros d'aide OPEX qui vont arriver, donc qui s'étaleront sur 15 ans et qui seront délivrés si nécessaire. Et donc ça représente côté industriel plus de 2,6 milliards d'euros d'investissement. Et en tout, on est presque à 4 millions de tonnes de CO2 évitées par an grâce à ces projets. C'est passé trop vite. Voilà, donc si on fait un rapide focus sur le volet décarbonation des procédés et des utilités, on aide des projets assez variés et dans différents secteurs d'activité. Donc là, sur cette slide, on vous a pris quelques exemples, quelques retours d'expérience. Donc tout d'abord à gauche, donc on a en vert et en rouge les projets d'efficacité énergétique et de récupération de chaleur. Donc voilà, qui sont des projets un peu plus communs, on va dire. Et donc notamment, voilà, on a aidé que ce soit le remplacement d'un four ou d'un séchoir sur de l'efficacité énergétique. Donc voilà, on va aller vers un équipement qui est plus efficace énergétiquement. On a des projets de récupération de chaleur aussi. On a aidé des projets voilà, sur de la récupération de chaleur sur des centrales d'air comprimé, sur la réutilisation de chaleur des condensats, des buées, etc. Et on a des projets qui sont un peu plus nouveaux, notamment d'électrification et d'intrants matières alternatifs. Alors par exemple pour l'électrification, bah, voilà, c'est la mise en place de fours électriques, ou alors on a aussi des projets de recompression mécanique de vapeur. On a aussi eu des projets de mise en place de pompes à chaleur, etc. Et on a aussi un autre volet qui est l'intrant matière alternatif. Et là, donc par exemple, on a pris ces exemples-là donc de Vika qui substitue son clinker, donc qui lui est très polluant de par sa fabrication, par des argiles calcinées qui sont moins polluantes, ou encore chez un verrier où voilà, on a augmenté le taux de calcin utilisé euh, par rapport aux autres matières premières. Donc voilà, tout ça pour vous dire que on cible vraiment la décarbonation de l'industrie, mais sur différentes thématiques et sur voilà, beaucoup de secteurs d'activité aussi. On a vu voilà, de nombreux secteurs d'activité participer à cet appel à projet. Donc ensuite, si on cible rapidement sur les types de décarbonation, donc comme on l'a vu à la slide précédente, donc à gauche de ce graphe, vous avez voilà, efficacité énergétique, récupération de chaleur. On a aussi donc voilà, électrification, intrants matières alternatifs et des autres projets de décarbonation. Donc typiquement, voilà, on a de la réduction d'autres gaz à effet de serre, comme la réduction, on a eu des projets de réduction de N2O, voilà, de CH4, on a eu aussi des projets de HFC, ou encore de l'utilisation d'autres combustibles alternatifs. Donc sur ce graphe, vous pouvez voir quoi? Vous pouvez voir en gris et en orange les projets qui ont été lauréats des deux premiers appels à projets du Fonds décarbonation de l'industrie, et notamment bah, les thématiques. Et sur Décarb 22, alors attention, là c'est les projets déposés puisqu'on n'a pas fini encore, il y a encore des projets en cours d'instruction. Mais globalement, voilà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de projets d'efficacité énergétique, de récupération de chaleur, mais on voit une montée en puissance aussi des projets d'électrification, d'intrants matières alternatifs et voilà, d'autres projets de décarbonation. Et on a notamment de plus en plus de projets qui sont multithématiques. Donc voilà, un industriel qui va venir proposer une grappe de projets sur son site industriel. Voilà. Ensuite, donc cette fois-ci sur le volet chaleur bas carbone, on va faire un rapide bilan également. Donc, il y a eu 119 projets déposés entre 2020 et 2022. Sur ces 119 projets, il y en a 96 qui ont été validés. Vous pouvez voir dans le tableau ci-dessous, donc voilà un petit peu les aides qui ont été données et le bilan de ce dispositif. À savoir, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le fonds chaleur aidait déjà en fait au financement des chaudières biomasse notamment, et que le fonds décarbonation de l'industrie est venu abonder d'autant plus ces projets-là, avec notamment la mise en place de projets et d'aides à l'OPEX. Et donc voilà, si on fait un bilan, donc 96 lauréats, 8 TWh de production thermique,
plus de 1,8 million de tonnes de CO2 d'origine fossile évitée. Donc voilà. Et donc, pour finir, les secteurs d'activité de cet APBCIAT, donc on a eu voilà, notamment beaucoup de projets dans l'alimentaire, dans le bois, dans la déshydratation, mais voilà, il y a aussi beaucoup d'autres, voilà, papier, carton, chimie, etc. Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, le fonds décarbonation de l'industrie, de manière générale, a ciblé vraiment beaucoup de secteurs d'activité et, et voilà, et on espère donc on vous verra nombreux sur l'appel à projet IZF. Je vais maintenant laisser la parole pour passer sur France 2030 à l'appel à projet Industrie Zéro Fossile. Merci Théo. Donc, bonjour à tous, moi je suis Florent Weller, je travaille aussi avec Théo Piperis au service industrie de l'ADEME à Angers. Donc une rapide présentation, une remise en contexte. L'appel à projet Industrie Zéro Fossile s'inscrit dans le cadre de France 2030 et c'est finalement l'accroissement, l'accélération de ce qui a été démarré sur le fonds décarbonation de l'industrie dans le cadre du plan de relance. Dans le cadre de France 2030, 5,6 milliards d'euros sont dédiés à la décarbonation de l'industrie et deux grands paquets se dégagent dans ces 5,6 milliards d'euros. Un premier paquet de 600 millions d'euros qui est dédié à l'innovation, au soutien de l'innovation et de l'industrialisation de technologies de décarbonation de l'industrie. Ce sont notamment entre autres les 4 appels à projets qui ont été présentés dans le dernier webinaire AT2E il y a quelques mois. Et puis le second paquet dont on va plus parler aujourd'hui, c'est les 5 milliards d'euros qui sont dédiés au soutien au déploiement de solutions de décarbonation sur des sites industriels, donc pour adresser vraiment la demande. Et dans ce paquet de 5 milliards, il y a deux grandes parties. Un premier paquet de 1 milliard d'euros qui est une forme de poursuite, vraiment là pour le coup, du fonds de décarbonation de l'industrie, qui est là pour soutenir le déploiement de technologies matures de décarbonation sur des projets, on va dire, de taille moyenne. Et puis un autre sous-paquet plus conséquent de 4 milliards d'euros qui est dédié au soutien de la mise en place de solutions de décarbonation profonde, radicales, drastiques sur les sites les plus émetteurs en France et en l'occurrence les sites des secteurs de l'acier, du ciment, de la chimie et de l'aluminium. Sur la slide suivante, il ne faut pas prendre peur, cette slide est assez chargée, mais l'idée c'est de vous montrer l'ampleur de l'activité de l'ADEME qui est partenaire ou opérateur de ces différents dispositifs qui s'inscrivent tous dans le cadre de la stratégie d'accélération de la décarbonation de l'industrie. Donc là où il y a les logos France 2030, c'est effectivement des financements dans le programme France 2030. Là où il y avait quelques logos France Relance, c'est les programmes qui ont été financés dans le cadre du plan de relance. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur le carré bleu, déploiement CAPEX-OPEX, et plus spécifiquement sur l'appel à projet Industrie Zéro Fossile, avec les 3 volets. Et donc aujourd'hui, on se focalisera effectivement sur la description du volet 1 et du volet 2. Le volet 3 reviendra par la suite. Et je laisse tout de suite la parole à Xavier Aparicio de la DGE qui va nous introduire l'appel à projet Industrie Zéro Fossile. À toi, Xavier. Merci beaucoup. Effectivement, l'appel à projet Industrie Zéro Fossile, c'est établi dans un contexte de crise qu'on connaît tous, le contexte de crise en Ukraine en fait, et ses conséquences, notamment d'une part l'augmentation des prix des énergies fossiles, mais aussi les risques sur les discontinuités d'approvisionnement en combustibles et intrants fossiles. Donc dans ce contexte, le gouvernement a vraiment cherché à très rapidement mobiliser tous les moyens disponibles pour faire face. Donc ça a été l'objet du plan de résilience qui a été présenté par le Premier ministre. Et dans le cadre de ce plan de résilience, il y a eu un aspect donc lié à la décarbonation, puisque effectivement la décarbonation, au-delà de ces aspects liés à l'atténuation du changement climatique, c'est aussi un enjeu de réduction de la dépendance aux énergies fossiles et donc à moyen et long terme d'autonomie stratégique de la France et de l'Union européenne. Donc, dans le cadre de ce plan de résilience,
on a fait preuve d'une mobilisation exceptionnelle à tout point de vue. Tout d'abord, une mobilisation budgétaire, donc de crédits France 2030 qui ont été mobilisés de manière très anticipée pour venir financer cet appel à projet. Et d'autre part, une réactivité aussi très très forte, notamment des équipes de l'ADEME, que je remercie d'ailleurs pour tout le travail qui a été fourni, et donc vous voyez aujourd'hui le résultat. Donc cette mobilisation budgétaire aboutit à cet appel à projet Industrie Zéro Fossile, dont on va vous présenter les contours. Et l'objectif clé de cet appel à projet, c'est donc de pallier éventuellement les difficultés liées à l'approvisionnement des industries en intrants fossiles, tout en accélérant les investissements liés à la décarbonation des sites industriels. Donc, deux sous-objectifs finalement, la rapidité du déploiement pour faire face à la situation, au contexte géopolitique et économique, et d'autre part, la réduction de la dépendance aux énergies fossiles. Donc, il y a un aspect très important, et donc on va le détailler, de réduction des intrants fossiles spécifiquement sur cet appel à projet. Donc, sur la slide suivante, on voit comment eh bien, cet appel à projet est structuré. Donc, tout d'abord, en termes de budget, comme ça a été dit précédemment, il s'agit de 150 millions d'euros de budget donc pris sur France 2030, et donc 3 volets. Donc, un premier volet qui ressemble un petit peu à ce qui était fait dans le cadre de France Relance en matière de chaleur bas carbone, donc qui va financer des installations de production de chaleur à partir de biomasse. Un deuxième volet qui est également très inspiré de ce qui a été fait dans le cadre de France Relance, qui est le volet Décarb Inde, donc qui vise à la décarbonation des utilités et procédés de sites industriels, tout en visant prioritairement, donc comme je l'ai indiqué, à réduire la dépendance aux combustibles et intrants fossiles. Donc pour ces deux volets qui sont déjà ouverts depuis le 29 avril et dont la clôture est prévue le 23 juin. Donc pour ces deux volets, on va détailler, l'ADEME va détailler plus en profondeur leur contenu et le type de projet qu'ils visent. Et donc il y a également un troisième volet. Alors, ce troisième volet s'inscrit plus dans la continuité de ce qui avait été mis en place dans le cadre de France Relance en termes de guichet de décarbonation opéré par l'ASP. Donc, le guichet opéré par l'ASP va prendre fin donc à la fin du mois de juin. D'ailleurs, c'est une annonce si jamais effectivement des dossiers devaient être encore déposés d'ici le 30 juin. Et ce nouveau dispositif donc prend la suite finalement du dispositif de l'ASP, mais avec une logique assez différente, que ce soit en termes de périmètre ou en termes je dirais d'éligibilité et d'instruction. Donc ce guichet va viser des équipements qui sont déployables rapidement et qui portent à la fois sur de l'efficacité énergétique, sur de la récupération de chaleur, qui sont liés à la production de chaleur ou de froid renouvelable, qui concernent à la fois les utilités, les procédés et les bâtiments industriels. Donc, on va vous présenter très succinctement ce troisième volet dans la suite de la présentation, mais ce troisième volet fera l'objet je dirais de présentations plus détaillées ultérieurement. Voilà. Son ouverture est prévue à date, donc le 1er juillet 2022. Donc avec une première relève qui interviendrait le 1er septembre et une clôture prévue pour le 3 novembre 2022. Voilà, je redonne la parole à l'ADEME. Alors normalement, Pauline, c'est à ton tour pour présenter le volet 1. Oui. Bonjour à tous, donc Pauline Champeau, moi je travaille sur le sujet de la biomasse énergie pour l'industrie. Et donc voilà, on va vous présenter le volet 1 de l'appel à projet Industrie Zéro Fossile, qui est donc l'appel à projet BCIAT, biomasse chaleur pour l'industrie, l'agriculture et le tertiaire.
C'est un appel à projet qui existe maintenant depuis plus d'une dizaine d'années à l'ADEME et qui a subi peu d'évolution par rapport aux sessions précédentes. Donc, l'idée de cette présentation, ça va être de reprendre les points essentiels des projets biomasse énergie et puis de parler surtout des retours d'expérience. Donc, c'est un dispositif qui s'adresse principalement aux industries manufacturières avec un usage dédié type vapeur. L'usage basse température peut également être éligible s'il est démontré qu'il n'y a pas d'alternative pertinente. Les points essentiels, c'est toujours les mêmes, quels que soient les projets. Donc, c'est de conduire au préalable une démarche d'économie d'énergie. Ça, c'est en lien direct avec donc le volet 2 qui va vous être présenté juste après. Optimiser le dimensionnement thermique de l'installation biomasse, donc pour limiter au maximum un fonctionnement à taux de charge réduit, pour être le plus efficace possible. Définir un plan d'approvisionnement en biomasse assurant une garantie de fonctionnement de l'installation et préservant l'environnement et les usages existants. C'est vraiment un point primordial puisque on a de plus en plus de projets. C'est très important de sécuriser un plan d'approvisionnement à long terme, enfin sur l'ensemble de la durée de vie de l'installation. Recourir à des systèmes de traitement des fumées performants. Donc, c'est évidemment au moins respecter la réglementation et voilà, même aller plus loin puisque on va, ça peut être intéressant d'anticiper au maximum les évolutions au niveau des normes des installations pour que il n'y ait pas forcément qu'il y ait pas de souci d'adaptation d'installation au cours de la durée de vie de l'installation. Et puis donc optimiser le montage technique et financier. Parce que notamment un des critères de classement des projets, ça va être le ratio en euros par mégawattheure et en euros par tonne de CO2 d'origine fossile évitée. Et puis donc évidemment des engagements, la production thermique à partir de biomasse et puis le respect du plan d'approvisionnement pendant 10 ans. Donc là, je reviens un peu sur la question des plans d'approvisionnement, comme je disais, qui est vraiment un point essentiel de la construction du dossier. En fait, là, on vous a mis un petit bilan sur, en gros, la période France Relance. Si tous les projets se font et fonctionnent à plein régime, on serait à 2,7 millions de tonnes de biomasse consommées. Donc voilà, c'est pas négligeable. Donc c'est important que les projets soient bien bien montés pour sécuriser les tonnages sur les installations. C'est un petit camembert qui permet de voir que les projets ils sont déjà avec des combustibles de plusieurs catégories, des bois traités, des bois plutôt bois non traités, que ce soit de la plaquette, des connexes ou des produits bois en fin de vie. Et puis aussi des projets qui vont consommer des sous-produits industriels ou des sous-produits agricoles. Et donc, les types de biomasse utilisés vont dépendre aussi des types de projets qui vont être montés. Donc, en gros, tout ce qui est plaquettes forestières, connexes, tout ce qui est bois non traité, ça va correspondre à des projets entre plutôt 2 et 10 mégawatts, donc petits et moyens projets. Et puis, avec des rubriques réglementaires relativement classiques et puis des délais un peu plus courts pour obtenir les autorisations. Sur les déchets de bois traités, on va sur des installations de taille plus importante à partir de 10-15 mégawatts et donc des plus gros volumes aussi. Donc ça, c'est sur l'approvisionnement, c'est un point important parce que on commence à voir qu'on a beaucoup de projets qui se sont montés notamment dans le nord et puis dans le nord-est de la France. Donc il est vraiment important de bien anticiper le plan d'approvisionnement. Et puis les installations en déchets de bois B, c'est des autorisations réglementaires qui sont un peu plus longues et un peu plus lourdes. Donc le choix des types de combustibles est vraiment primordial ensuite pour le montage, pour le choix du projet.
Et donc, je passe directement à des retours d'expérience pour vous illustrer un petit peu les types de projets un peu classiques qu'on va pouvoir rencontrer sur le BCIAT. Donc là, on est sur un industriel qui est habitué des projets biomasse énergie puisque c'est déjà son 7e BCIAT. C'est un projet, donc c'est le groupe Nestlé qui a engagé une démarche globale de réduction des émissions de CO2 du groupe depuis un moment. C'est un cas classique d'installation en plaquettes forestières avec une chaudière de taille moyenne, 8 MW, et puis qui représente un secteur d'activité très représenté, l'agroalimentaire. Voilà, parce que dans les premières slides qu'on vous a présentées, c'était vraiment le secteur qui a le plus venu au guichet BCIAT. Le projet, il permet de couvrir plus de 90% des besoins du site. Et puis, voilà, ce qu'on peut noter, c'est c'est un groupe qui a fait un effort particulier par rapport au tonnage PEFC, puisqu'il va au-delà de ce qui est demandé dans le cahier des charges. Et donc, ça permet d'éviter à peu près 11 000 tonnes de CO2 d'origine fossile par an. Ensuite, on vous présente un projet d'un secteur un peu, enfin voilà, qui est beaucoup venu aussi au BCIAT. C'est le secteur de la déshydratation, donc la récolte, la conservation puis la valorisation des fourrages. Donc beaucoup de projets de ce type dans le Grand Est, mais pas que, parce que ici c'est un cas qui est en Bretagne. Ce sont des projets qui ont sollicité peu, voire pas d'aide au fonctionnement, puisque c'était uniquement des adaptations de fours déjà existants, et puis qu'on demandait par contre de l'aide au fonctionnement, avec des plans d'approvisionnement assez classiques, plaquettes forestières et puis ben, voilà, des bois comme les connexes de Cyril dans ce cas-là. Ensuite, le projet suivant, c'est un projet donc Bois B ce coup-ci. C'est aussi un industriel, Saïka, qui est habitué au projet biomasse énergie, puisque c'est son 3e. Donc là, on est dans le secteur d'activité papier et carton. C'est un secteur qui a aussi un intérêt pour valoriser les sous-produits industriels, donc les refus papetiers dans ce secteur. C'est un des plus gros projets qu'on a accompagné dans le cadre du dispositif BCIAT en bois traité, puisqu'il représente la puissance de l'installation est de 43 MW. Donc c'est une grosse installation qui couvre 3/4 des besoins du site. C'est donc un type de combustible qui implique l'usage de traitements des fumées très performants, voilà, qui ont été installés. Et puis, bah, voilà, une grande des tonnages importants. Donc, encore une fois, le plan d'approvisionnement qui est bien sécurisé. Et puis, le dernier cas on a choisi de vous présenter, c'est une industrie de la chimie, un petit projet en bois B, puisque c'est une installation de 15 mégawatts, pardon, qui couvre plus de 3/4 des besoins du site. Et puis encore une fois, des traitements des fumées performants, et donc un approvisionnement en Île-de-France et en Normandie pour un projet basé en Normandie qui permet d'éviter 20 000 tonnes de CO2 d'origine fossile par an. Et donc, on vous a remis le petit calendrier, donc lancement de l'appel à projet le 29 avril, les clôtures le 23 juin, et puis ce qui est particulier au BCIAT, c'est la date limite d'envoi des avis sur les plans d'approvisionnement, qui sont donc au 20 septembre, et donc on a estimé une communication des lauréats autour de novembre 2022. Là, on vous a remis le lien directement vers la plateforme pour cet appel à projet. Et puis enfin, ce qui évolue un petit peu dans cette session, c'est que les industries du bois ne sont plus éligibles au BCIAT, puisque maintenant elles possèdent leur propre appel à projet, donc qui est hors industrie zéro fossile. Et donc c'est l'appel à projet BCIB, biomasse chaleur pour l'industrie du bois, avec également le lien vers la plateforme directement. Voilà, je vous repasse la main.
Merci Pauline. Donc normalement j'ai récupéré le contrôle. Je vais maintenant vous présenter avec Valentin le second volet de l'appel à projet Industrie Zéro Fossile qui concerne donc la partie décarbonation des procédés et des utilités, le volet Decarband. Tout d'abord, quels sont les projets éligibles à Decarband? Ce sont les projets qui présentent un CAPEX supérieur à 3 millions d'euros, une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre et une réduction nette des consommations ou de combustibles ou d'intrants fossiles. Et enfin, des projets qui ont des demandes d'aide inférieures à 15 millions d'euros. Ce qui est à noter, ce sont, pour ceux qui ont connu Decarband dans le cadre du FDI, du Fonds décarbonation de l'industrie, ce sont les quelques nouveautés. Ici, on demande une réduction nette, donc absolue des émissions de GES et en plus aujourd'hui donc des consommations d'énergie fossile. C'est-à-dire que dans le cadre d'une augmentation d'un projet qui permettrait une augmentation de production, il faudra tout de même justifier que cette augmentation de production permet in fine une réduction dans l'absolu des émissions de CO2. La nouveauté aussi, c'est donc une demande d'aide strictement inférieure à 15 millions d'euros pour éviter tout processus de notification à l'Union européenne qui sont assez lourds à mettre en place dans le temps. Les thématiques visées par cet appel, par ce volet Decarband, ce sont sensiblement les mêmes, que les thématiques qui avaient été visées sur le Decarband du Fonds décarbonation de l'industrie. On retrouve bien entendu l'efficacité énergétique, donc ça peut passer par le remplacement d'un vieil équipement peu performant par un nouvel équipement performant, de la récupération de chaleur fatale pour des valorisations thermiques ou électriques, s'il est démontré que la valorisation thermique n'est pas pertinente, et éventuellement des cogénérations, mais uniquement en exploitant des combustibles fatals. La deuxième thématique, c'est la modification du mix énergétique, et un des leviers forts, c'est l'électrification, c'est le vecteur électrique. Un autre levier de la modification du mix énergétique, c'est bien entendu l'intégration d'énergie thermique renouvelable ou de récupération, et seront concernées les opérations sur cette thématique qui ne sont pas couvertes par le fonds chaleur. On traitera que tout ce qui n'est pas couvert par le fonds chaleur dans le cadre de Decarband. Troisième thématique, les intrants matières alternatifs et globalement le travail sur la matière pour décarboner les procédés. Donc, ça peut être un recours au recyclage ou aux matières recyclées. Ça peut être un travail aussi sur l'efficacité matière comme un levier de moindre consommation énergétique, ou encore l'intégration de matières premières alternatives ou de réactifs alternatifs dans les procédés pour décarboner les émissions liées à ces réactions. Quatrième thématique, enfin, les réductions des autres gaz à effet de serre que le CO2. On est très focalisé en général sur le CO2, mais il existe effectivement d'autres gaz à effet de serre. Et donc, les opérations de réduction de protoxyde d'azote, de méthane, de HFC ou d'autres gaz à effet de serre seront éligibles à cet appel, à ce volet 2, Decarband. Il y a aussi effectivement un cadrage de ce volet avec tout un tas de secteurs, de thématiques et d'opérations qui sont inéligibles. Concernant les secteurs, il s'agit donc du secteur tertiaire, du secteur agricole hors agroalimentaire, vraiment le secteur agricole, tout ce qui est BTP sur chantier, BTP mobile, je dirais, les unités de valorisation énergétique des déchets et les industries de production et de mise sur le marché d'énergie, donc comme des producteurs de gaz ou d'électricité. Tous ces secteurs sont inéligibles. Ce volet, et globalement l'appel à projet Industrie Zéro Fossile, est focalisé sur l'industrie. Sur les thématiques, des projets visant à la décarbonation des bâtiments seront inéligibles. Les projets dans le captage, stockage, utilisation du carbone seront aussi inéligibles. La décarbonation des engins mobiles, par exemple de l'électrification d'engins ou de passage à l'hydrogène, seront aussi inéligibles. La cogénération est inéligible à part si elle fonctionne à partir de combustibles fatals comme précisé précédemment. Et enfin, toutes les opérations de production d'énergie électrique renouvelable comme le photovoltaïque ou l'éolien sont aussi inéligibles. Et enfin, les opérations concrètement inéligibles, c'est il est impossible de se faire subventionner des opérations de mise en conformité réglementaire. Un point important
un projet doit être, enfin, aucune action, aucune dépense liée à votre projet ne doit être réalisée avant le dépôt de projet. Sinon, on ne pourra pas être en capacité de subventionner ce projet. C'est vraiment très important. Donc, d'abord déposer le projet, avoir la réquisition de réception, et ensuite, il vous est permis de faire des dépenses à votre risque, puisque un dépôt ne garantit pas l'aide ADEME, mais en tout cas, dans le processus, il s'agit bien de faire les dépenses après le dépôt de dossier. Et enfin, toute opération qui est déjà éligible à d'autres soutiens de l'ADEME ou à des opérations, des soutiens de recherche, développement, innovation ou industrialisation seront inéligibles. Donc, comment ça va se passer? On va recevoir un certain nombre de dossiers à la clôture du, du 23 juin, pardon, et on va devoir classer ces dossiers, notamment parce que, comme vous l'avez vu, le budget est certes conséquent, 150 millions d'euros, mais il y a plusieurs volets, donc nécessairement il y aura une compétition de projets, on ira chercher les projets les plus performants. Deux critères de sélection et de priorisation sont présents et sont les critères phares. Il s'agit de l'efficacité de décarbonation du projet en termes d'euros d'aide publique par tonne de CO2 évité sur 20 ans. Et le deuxième critère est l'efficacité de réduction des consommations d'énergie fossile en euros d'aide publique, là encore, par mégawattheure non consommé, mégawattheure fossile non consommé sur 20 ans. Donc il y aura un classement des projets sur chacun de ces deux critères, et ensuite il y aura une sorte de métaclassement, un interclassement qui définira l'ordre de priorité de traitement des projets. Les projets étant les plus performants sur ces deux critères seront traités en priorité dans les instructions par la suite et pourront bénéficier en premier de potentielles aides. Cette sélection, cette priorisation est faite sur deux critères, mais il y a tout un tas de critères, quelques critères d'appréciation qui sont autour, dont l'ambition environnementale, c'est-à-dire qu'on attend que vous nous présentiez en quoi votre projet s'inscrit, par exemple, dans une trajectoire de décarbonation ambitieuse à l'horizon 2050. L'ambition industrielle du projet, en quoi votre projet est important pour le site et pour son avenir et pour ses éventuelles transformations internes. Et enfin, un critère de structuration de la filière de décarbonation en France et en Union européenne, en quoi votre projet va permettre de soutenir le développement d'une offre française et européenne de décarbonation. Dans le contexte de l'industrie zéro fossile et de la crise ukrainienne, il y aura un regard attentif sur la capacité à mettre en place des projets rapidement donc pour les hivers prochains. En tout cas, sur le volet décarbone, très clairement, les projets pouvant être mis en place à l'hiver 2023-2024 seront regardés avec bienveillance, j'allais dire. Donc voilà, c'est un point important aussi à détailler dans les dépôts de dossiers. Donc en conclusion, on recherche des projets ambitieux en termes de décarbonation et avec une demande d'aide qui est optimisée, qui est au juste niveau, c'est-à-dire qu'on vous recommande de demander juste le niveau d'aide qui vous est nécessaire pour réaliser votre projet et de ne pas maximiser cette demande d'aide par rapport aux règles qui sont établies dans le cadre européen, ce qui permettra de rendre votre projet plus efficace en termes d'euros par tonne de CO2 ou par mégawattheure fossile évité. Sur la slide suivante, je sais pas. Alors, qui est-ce qui contrôle? Je ne sais pas. C'est Valentin qui a la main. Ah, c'est Valentin. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, Valentin? Alors, voilà. Merci. Voilà, je finirai ma partie en faisant un focus sur cette articulation entre le SIRET et le SIREN. Un projet ne sera éligible que si l'investissement est bien réalisé sur un SIRET. Un projet qui consisterait à investir sur plusieurs sites d'une même entreprise, de plusieurs SIRET d'une même entreprise, ne sera pas éligible. On vise bien un investissement sur un SIRET en particulier. Par contre, l'analyse de la performance de décarbonation et de réduction des consommations d'énergie fossile se fera à l'échelle du SIREN de l'entreprise et plus spécifiquement sur les émissions de CO2, cette performance sera calculée sur les scopes 1 et sur les scopes 2 des émissions. Donc, à titre d'exemple, sur la droite, une entreprise qui a 4 sites, 4 SIRET, elle peut, si elle dépose un projet sur le site rouge qui est en haut, on a bien un investissement focalisé sur un SIRET.
Donc ça c'est éligible, mais avec une décarbonation qui pourrait intervenir sur le site en bleu en bas le site qui est positionné en bas sur ces 4 sites. Ça c'est totalement éligible. On a bien un investissement sur un SIRET, une décarbonation à l'échelle du Sirène, quand bien même ce n'est pas forcément sur le site où il y a eu l'investissement. Et je passe donc la main à Valentin pour la suite de la description de Décarbone sur des aspects plus calcul d'aide et aspects pratiques de dépôt. Oui. Merci Florent. Alors, je vais essayer à la slide suivante. Ok. Donc Valentin Jean, également service industrie à l'ADEME. Donc toujours sur le volet 2 de Décarbinde, au niveau du niveau d'aide qui est possible pour votre projet. Il y a des intensités maximum d'aide que vous pouvez demander, qui vont dépendre à la fois de la thématique principale de votre projet. Donc on a vu, il y a plusieurs thématiques là qui sont notamment efficacité énergétique, modification du mix énergétique, usage d'intrants matières alternatifs et réduction d'autres GES que le CO2. Donc il y a des pourcentages qui sont associés à ces thématiques et à la taille de l'entreprise. Si vous êtes une grande entreprise ou une petite entreprise, vous ne pouvez pas demander le même pourcentage maximal. Donc voilà, les pourcentages sont indiqués sur le tableau à droite. Ce qui est important de retenir, il y a deux choses qui sont importantes à retenir. La première, c'est que donc pour rappel, hein, il s'agit bien de projets dans le cadre de cette AAP Décarbone dans le cadre de l'industrie de la AAP industrie zéro fossile. C'est des projets où la demande d'aide doit être inférieure à 15 millions d'euros. Et il y aura des dispositifs pour des projets avec des demandes d'aide supérieures, mais c'est pas celui actuel. Et ces taux d'aide sont calculés non pas sur le CAPEX de votre projet, mais sur l'assiette éligible. Et je vais revenir à la slide suivante. Bien évidemment, ce sont des taux d'aide maximum, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander plus de, si vous êtes une grande entreprise sur la thématique efficacité énergétique, vous ne pourrez pas demander plus de 30%. Par contre, évidemment, vous pouvez demander moins. Vous pouvez demander moins et ça pourra améliorer la performance de votre projet. Sur le calcul qui se base, le taux qui se base sur l'assiette éligible. Je vais détailler un petit peu plus. L'idée de ce dispositif, c'est vraiment c'est une aide qui va subventionner en fait le surcoût lié à la surperformance environnementale. Donc, ça veut dire que vous avez le CAPEX de votre projet. Donc, vous déposez votre projet avec un certain CAPEX. Bon, il se trouve qu'il y aura des dépenses qui seront potentiellement pas éligibles parce qu'elles sont hors scope de notre AAP Décarbone. Donc elles sortiront. Il vous restera donc plus que les dépenses éligibles. Maintenant, comme on vise vraiment à subventionner la surperformance environnementale, ces dépenses éligibles seront soustraites à un scénario contrefactuel. Donc je vais prendre un exemple d'un scénario contrefactuel. Le cas très classique, c'est-à-dire que vous avez une vieille chaudière à gaz que vous voulez changer. Vous allez changer par une autre chaudière à gaz, mais plus performante. Actuellement, la chaudière à gaz standard, je dis n'importe quoi sur les rendements, mais imaginons que c'est 88%. Et puis là, comme vous savez qu'il y a un dispositif d'aide, vous souhaitez du coup passer à une chaudière bien plus efficace qui va monter un rendement de 93%. Évidemment, cette chaudière-là, 93%, elle va coûter plus cher. Mais comme il y a potentiellement une aide à d'aide, ça vaut le coup. Donc, vous postulez et en fait, le scénario contrefactuel, c'est vraiment qu'est-ce que vous auriez fait, c'est-à-dire quel projet vous auriez fait si vous n'avez pas eu de possibilité de subvention. Et donc, en fait, ce que vous aurez fait, comme il faut absolument changer la chaudière, c'est une chaudière vraiment avec un rendement standard. Donc, du coup, le scénario contrefactuel correspondra au coût de cette chaudière standard. Et donc, on a le CAPEX, on enlève les dépenses inéligibles, il ne reste plus que les dépenses éligibles. On y enlève le coût de la chaudière standard, et il va donc rester une assiette éligible, et c'est sur cette assiette éligible que les taux que vous avez vus là, qui allaient en gros de 30 à 50%, sera appliqué. C'est vraiment sur l'assiette éligible. Donc pour définir le scénario contrefactuel, vous pouvez utiliser des documents normatifs, réglementaires, l'utilisation de bref, vous pouvez utiliser des études de marché, des fiches C2E. Voilà, il
il y a tout un panel de possibilités pour définir ce scénario contrefactuel. Ce qui peut arriver assez régulièrement, c'est que pendant l'instruction, il y a des échanges entre vous, industriels, et les instructeurs ADEME sur ce scénario contrefactuel avec potentiellement des modifications de ce dernier, à la fois en termes de type de scénario contrefactuel et aussi de coût. Toujours sur l'analyse, alors plutôt pardon, sur l'analyse économique, on raisonne ici avec un TRB, donc un temps de retour brut, que si vous avez déjà postulé auparavant, donc dans le cadre du plan de relance à Décarbinde, vous en avez déjà entendu parler. Aujourd'hui, pour le volet 2, là, dans le cadre d'IZF, il évolue à la fois en termes de seuil et en termes de définition. Donc en termes de seuil, avant c'était 24 mois, aujourd'hui on passe à 48 mois. Mais la définition, donc la formule change un peu. Pour rappel, ce temps de retour brut, il nous sert, nous, à limiter le montant d'aide dans le cas où on estime que dans le cas où on voit avec le temps de retour brut que les projets seraient rentables trop vite. Donc on est, voilà, d'où cette augmentation de 24 à 48 mois, donc ça sera plus strict. En revanche, il y a quelque chose qui se passe quand même, c'est qu'on a modifié légèrement la formule. Donc le TRB, c'était là en ce moment, dépenses éligibles moins soutien C2E, moins aide ADEME, moins autre aide publique. Sur la version 2021, donc dans le cadre du plan de relance, c'était pas les dépenses éligibles, c'était l'assiette éligible. Donc en fait, c'était les dépenses éligibles moins le scénario contrefactuel. Donc maintenant, vous aurez plus à prendre en compte le scénario contrefactuel dans le calcul du TRB. Ce qui fait que du coup, le numérateur sera un petit peu plus haut que ce que vous aurez pu avoir auparavant. Donc au niveau des différents facteurs, donc les soutiens C2E prévisionnels, si vous n'avez pas de lettre d'engagement au moment du dépôt pour les C2E, vous pouvez quand même déposer. Néanmoins, sans lettre d'engagement, nous, on se basera par défaut à une valorisation à 7 € par mégawattheure QMAC. Donc on vous engage très fortement à essayer d'obtenir votre engagement C2E. Dans tous les cas, sachez qu'on ne peut pas contractualiser pour des questions d'incitativité de l'aide sans lettre d'engagement C2E. Donc l'aide ADEME, voilà, c'est l'aide dans le cadre du dispositif. Autre aide publique, donc on soustrait également ça. Et les gains annuels générés par l'investissement, ils seront, donc c'est à la fois les gains financiers dus aux économies d'énergie, aux économies d'intrants, enfin de matière, et également pour les sites EU ETS, ça sera les gains qui sont dus à la réduction des émissions de tonnes de CO2. Donc voilà, on va prendre tout ça en compte, sachant que actuellement, on a fixé dans le cahier des charges un prix des quotas EU ETS à 75 € par tonne de CO2. On se garde la possibilité de réviser à la clôture en fonction des évolutions de marché. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est légèrement au-dessus de 80 sur le marché, donc potentiellement ça augmentera un petit peu. En tout cas, basez vos calculs au moment de la constitution du dossier sur les 75 € par tonne de CO2. Réviser si besoin après pendant l'instruction. Comment remplir le dossier? Donc, je rappelle, date de clôture le 23 juin. Vous avez ce lien là directement sur la plateforme Agir de l'ADEME, qui est la plateforme où il y a l'ensemble des dispositifs qui sont répertoriés. Donc, vous pouvez cliquer dessus, vous arriverez directement sur la page où il y a notamment le cahier des charges. Au niveau des trames obligatoires, il y en aura deux, comme l'autre fois. Le volet technique, le volet technico-financier. Et puis il y aura d'autres pièces à remplir, mais ça vous pourrez voir directement sur la page. Évidemment, nous on attend des dossiers clairs et complets, clairs pour faciliter au mieux et accélérer l'instruction, complet parce que si un dossier qui n'est pas complet n'est pas éligible. Et maintenant je vais revenir du coup sur donc les deux trames obligatoires qui, vous allez voir, n'ont pas énormément changé par rapport au Décarbinde de 2021. Donc pour le volet technique, toujours 4 grandes parties. La première, c'est la carte d'identité du projet, donc ce que fit notamment le site industriel. Deuxième partie, nos descriptions de l'opération, donc comment ça se passe avant le projet, avec les installations, comment ça se passera après le projet. Définition du scénario contrefactuel, donc qu'est-ce que vous feriez si vous ne pouviez pas toucher de subvention dans le cadre de ce dispositif. Troisième partie, les objectifs attendus de l'opération, donc selon les critères de sélection et d'appréciation que Florent a expliqué juste avant. Et enfin, une partie sur les engagements du bénéficiaire. Donc je reprécise, plus les explications sont claires et précises, plus l'instruction sera facilitée et sera rapide.
C'est intéressant pour vous également. Le volet technico-financier. Donc, auparavant, il y avait 5 onglets qui étaient les 5 premiers. On en a rajouté un 6e que je vais décrire très rapidement juste après. Donc, premier onglet, c'est les données techniques. Donc, à la fois les données sites, tout ce qui est bilan CO2, bilan énergie, les données sur la production. Les données économiques qui vont concerner les différentes lignes de dépenses, la modalité de calcul l'aide, le montant de contrat d'investissement contrefactuel, etc. Santé financière. Là, c'est une auto-évaluation. Donc, vous allez devoir auto-évaluer suivant le chiffre que vous allez devoir remplir dans cet onglet. C'est une auto-évaluation de votre statut d'entreprise en difficulté. On ne peut pas financer, subventionner une entreprise qui est qualifiée de en difficulté. Ça ne vous empêche pas de déposer, si à l'issue de l'auto-évaluation, vous êtes en difficulté. En revanche, il faudra, avant la contractualisation, pouvoir prouver que vous êtes sorti de ce statut d'entreprise en difficulté. Donc là, c'est une auto-évaluation. Bien évidemment, il y aura une vérification lors de l'instruction. En ce qui concerne les incitations C2E, donc c'est un onglet que vous allez devoir remplir, que vous ayez demandé ou non des C2E. Si vous n'avez pas demandé, il faudra du coup vous engager à renoncer aux C2E. C'est important pour le calcul du TRB, que vous avez vu sur la formule de la slide précédente, enfin des quelques slides précédentes, il entrait dans la formule de calcul. Onglet synthèse facture, donc le récapitulatif des montants de vos factures sur les 24 derniers mois. C'est un petit changement qu'il y avait eu par rapport à la clôture précédente, c'est qu'on était sur 12 mois. Bon là, avec l'explosion des prix de tout type de combustible et d'énergie, on a préféré lisser. Et donc du coup, on l'a mis sur les 24 derniers mois. Et enfin, vous avez un dernier onglet donc, qui est nouveau, qui entre dans le cadre du régime communautaire européen, c'est l'onglet Do Not Significant Harm. En fait, vous allez devoir remplir une petite grille d'impact du projet, voilà, afin de pouvoir déposer votre projet en bonne et due forme. Les points clés, donc c'est un dossier complet, sinon il sera pas éligible, clair, ambitieux en termes de décarbonation et de réduction des combustibles et ou intrants fossiles, mais donc ça sera lié à la décarbonation. Et je précise avec une demande d'aide optimisée, donc Florent en a déjà un peu parlé tout à l'heure, nous ce qu'on voit c'est qu'il y a de plus en plus d'industriels qui cherchent à mettre au point des projets de décarbonation, on est très content de ça. Évidemment, c'est l'enveloppe, le budget étant pas illimité, ça fait qu'il y a plus de compétition entre les porteurs de projets. Donc, optimisez votre demande d'aide. Vous avez le droit jusqu'à 30, 40%, 50% suivant les cas de figure, les thématiques et la taille de votre entreprise. Si vous avez une rentabilité, si vous, en tant qu'industriel, vous estimez que vous avez une rentabilité pour 20%, n'hésitez pas à demander seulement 20%, puisque du coup, les critères de sélection en euros d'aide par tonne de CO2 évité ou en euros d'aide par mégawattheure fossile évité, évidemment, ils seront meilleurs si la demande d'aide est moins importante. Donc là, voilà, une demande d'aide optimisée dans une logique de compétition accrue. Vos contacts ADEME en direction régionale, donc on a mis un lien qui vous permettra de rebasculer sur les différents sites des agences régionales de l'ADEME. Il y a également les contacts dans l'annexe du cahier des charges. Donc voilà, n'hésitez pas. Et pour toute autre question, donc vous pouvez nous contacter à décarbonation.industrie@adem.fr. On répond assez rapidement aux différentes questions. Voilà, et donc maintenant, je vais passer la main à Mathieu pour la présentation de Decarb Flash. Merci beaucoup. Cette présentation, elle sera un peu plus courte parce qu'en fait, c'est un teaser. Comme vous l'avez compris, Decarb Flash sera ouvert début juillet, donc à la suite, dans la continuité de la fermeture du guichet ASP. Et on vous fera un webinaire spécifique là-dessus, parce que contrairement aux deux autres volets, on n'est pas encore totalement prêt. Donc c'est un teaser, c'est pour vous dire ce qu'il y aura dedans et répondre au maximum aux questions, sachant qu'on se laisse le droit, pour un certain nombre de questions, de répondre on ne sait pas encore. Donc ce volet Decarb Flash, l'idée c'est d'avoir un AAP très simplifié pour aller financer des projets qui ne sont pas des petits projets, mais des plus petits projets. Donc là, on vise en termes de bénéficiaires des entreprises industrielles, des PME et des ETI. On ne prend pas des grandes entreprises au-delà du seuil ETI pour des projets d'une ambition limitée.
et pour des projets dont le coût total est supérieur à 100 000 euros et inférieur à 3 millions d'euros. Donc, on est en dessous des Carbindes et du BCIAT d'ailleurs, mais on ne prend pas les plus petits projets. Et ce sera un peu comme le guichet ASP, ou pour ceux d'entre vous qui connaissent le guichet tremplin de l'ADEME, sur la base d'une liste d'actions prédéfinie. Et ces actions, grosso modo, il y a deux séries d'actions. Il y a des actions sur les process industriels, et c'est à peu près le périmètre de l'ASP. Récupération de chaleur fatale, amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations, réduction de consommation d'énergie fossile. Vous retrouverez ici la plupart des actions qui étaient éligibles à l'ASP, sans doute un petit peu plus. On a un regard critique dessus, enfin peut-être présenté de façon légèrement différente pour être plus visible, mais ce sera à peu près la même chose. Et puis il y a d'autres actions qu'on est en capacité de faire et tester sur le bâtiment, les énergies renouvelables et les études, donc des choses qui n'étaient pas dans le guichet ASP. L'isolation et le chauffage des bâtiments industriels, c'est des choses qu'on avait testées dans le cadre de Tremplin, pour le plan de relance, et ça avait marché. La chaleur et le froid renouvelable, ce qu'on fait aujourd'hui dans le cadre du fonds chaleur pour des petites opérations, et puis un certain nombre d'études industrielles. Voilà pour le périmètre. Je veux bien la slide suivante, parce que je ne crois pas que j'ai la main. Yes. Donc, comme on vous l'a déjà dit, mais on le redit à nouveau, l'ouverture, c'est au 1er juillet, coordonné avec la fermeture du guichet ASP, et les clôtures au 1er septembre et au 3 novembre. Deux conseils là-dessus. Le premier, c'est, comme vous l'avez compris, l'idée de l'annoncer plus tôt, c'est pour pas que vous vous précipitiez vers le guichet ASP au moment de sa clôture, en particulier si votre projet est supérieur à 100 000 euros. Pour des projets inférieurs à 100 000 euros, là, pour le coup, précipitez-vous. Mais supérieur, ça vaut peut-être le coup d'attendre, et c'est bien pour ça qu'on fait l'annonce un peu en avance. La deuxième chose, c'est que même s'il y a des clôtures intermédiaires, et c'est un appel à projet, on fera une instruction au fil de l'eau. Et donc, même s'il y a des clôtures au 1er septembre ou au 3 novembre, si votre projet est prêt avant, envoyez-le nous avant, ce sera de toute façon plus utile. On a des critères de sélection pour cet appel à projet qui, là encore, sont simplifiés. On regardera la qualité technique des projets, en particulier le fait que chaque investissement est bien backé par des études. Des engagements, et c'est un peu la même chose que pour les autres projets, mais on sera encore plus brutaux, à finaliser les investissements en moins de 2 ans. Là, justement, on vise des projets plus petits, plus simples, et on vise bien les 2 hivers prochains. Et enfin, on classera les projets entre eux sur la base classiquement de l'europarton de CO2 évité, même si on n'a pas la moindre idée pour le moment des seuils, qui probablement seront plus importants que dans des carbines, parce qu'on n'a pas l'effet de... on est sur des projets moins importants, donc c'est normal que l'euro d'aide par tonne de CO2 soit plus élevé. Mais évidemment, on les classera en fonction de ça. Et derrière, ce qu'on vous propose, c'est des contrats simplifiés, des contrats hyper simples de 2 ans fixes, avec une avance de 30% et un paiement de 70% sur facture, donc quelque chose qui se rapproche plus, pour ceux d'entre vous qui le connaissent, du dispositif Tremplin. Et là encore, en termes de simplification, comme pour les autres dispositifs, on sera un dépôt intégralement en ligne sur la plateforme ADEME. Voilà, aujourd'hui, c'est un teaser, parce qu'on n'est pas encore tout à fait prêt, mais on vous propose un webinaire spécifique sur ce volet 3 le 16 juin. Donc, si vous avez des questions, là encore, on pourra répondre, mais peut-être pas à tout, on répondra à tout le 16 juin. Voilà pour moi, pour cette partie rapide. Alors, peut-être si tu veux, Mathieu, on t'avait prévu 5 minutes pour répondre à quelques questions qui sont tombées dans le chat. Je sais pas si tu veux les regarder rapidement ce qui a pu tomber là au moment de ta présentation et peut-être faire des réponses directement à l'oral. Au moment de la présentation, ouais, il y en a quelques-unes. Donc, pourquoi avoir diminué la durée de l'appel à projet? Pour le coup, on s'est calé pour ces 3 appels à projet sur le même calendrier. C'était une demande des ministères, donc on s'est calé sur la même. On ne vous cache pas que si ça marche, on essaiera de trouver une solution pour avoir quelque chose de plus pérenne. Mais aujourd'hui, on n'en est pas sûr. Donc pareil, on ne peut pas y répondre. Les projets éligibles au CESE sont-ils à décart flash? Oui, mais on va trouver une solution qui est
est opérationnel, mais qui est peut-être pas ce qu'on pourrait faire pour tous les projets. Ce qu'on fait là, c'est qu'on regarde toutes les fiches C2E dans le domaine industriel. On fait une analyse, nous, de la rentabilité des fiches C2E, donc celles qui sont ultra rentables, c'est-à-dire qui couvrent une partie très importante de l'investissement. En fait, on écarte l'action de la liste des actions qui sont éligibles à des cartes flash. Et voilà, on l'écarte purement et simplement. Et pour les autres, celles dont on considère en gros qu'une aide C2E plus des cartes flash ne couvre pas la totalité de l'investissement et même a priori pas 80% de l'investissement, on les rend éligibles et on ne se pose pas la question du cumul. Alors pour la question du tiers investissement, je ne vais pas y répondre pour le moment parce que c'est un peu compliqué. Oui, pour la récupération de chaleur, est-ce que c'est pour l'industriel ou pour le chauffage du bâtiment? Typiquement, c'est le genre de limite qu'on va faire sauter et on va rendre éligible des investissements pour lesquels la récupération de chaleur sera utilisée pour l'export. Alors, ça dépend ce qu'on appelle l'export, mais en tout cas, pour la chaleur du bâtiment, pour le chauffage du bâtiment, ce que jusque-là, l'ASP ne faisait pas, et ce qu'on ne faisait pas, à ma connaissance d'ailleurs, dans le fonds chaleur, je dis peut-être une bêtise, on le rendra éligible. Et l'aspect études, on va voir l'idée pour les études, c'est bien d'avoir des études spécifiquement industrie. Donc typiquement, on ne fera pas le bilan carbone d'un site industriel. On le fera pas, on le fera d'autant moins qu'il y a un dispositif maintenant en partenariat avec BPI qui justement est là pour accompagner des bilans carbone de PME et d'ETI. Donc en tout cas, ça, on le fera certainement pas. Voilà pour les quelques questions que j'ai vues dans le chat. Ça marche pas. De toute façon, voilà, on va continuer de répondre aux questions qui sont à l'écrit, je veux dire, qui sont dans le chat. Et on va juste finir la présentation. Il y aura de toute façon un dernier petit échange de questions-réponses. Donc cette fois sur l'ensemble des volets 1, 2 et puis 3 s'il reste des questions non répondues. Donc je vous propose de continuer la présentation. Merci Mathieu. Merci beaucoup. Et on va passer donc aux autres actualités, le dernier chapitre de cette présentation. Alors, juste excusez-moi, un petit problème d'affichage. Donc, je vous remets cette grande slide avec grosse partie, l'ensemble des dispositifs plutôt décarbonation de l'industrie. Simplement pour vous dire que là, on va rapidement parler des calendriers donc, qui vont concerner au niveau R&D innovation, donc les AAP IBAC PME et demi-bac, le calendrier également de ZIBAC et donc ZIBAC plutôt là on est sur études accompagnement et industrialisation, donc côté AAP Solinbac. Donc ce sont 4 appels à projets qui sont sortis en début d'année. En tout cas, la communication a été faite en début d'année. Ils visent pas la même chose, hein, donc vraiment là, IBAC PME et demi-bac, on est sur l'innovation, là où ZIBAC permettent de financer des études et de la ressource humaine pour des trajectoires de décarbonation. Sur l'impact, c'est encore différent, c'est permettre la montée en puissance de solutions de décarbonation de l'industrie, comme par exemple des pompes à chaleur, des genres d'équipements très, très performants. Donc, ces différents dispositifs ont plusieurs dates de clôture qui vont s'afficher à votre écran. Donc, il y a eu une première relève qui a déjà été effectuée pour IBAC PME et demi-bac, donc c'était mi-avril. IBAC PME a une deuxième relève qui a été mise en place donc pour le 17 octobre pour ceux qui sont pour ceux qui étaient intéressés par ce dispositif. Donc sachez qu'il y a une nouvelle relève qui est mise en place. Demi-bac, ZIBAC et Solinbac, de toute façon, il y aura des relèves au moins jusqu'à la rentrée prochaine et pour certains jusqu'à demi-bac pour fin d'année prochaine.
Donc, si vous êtes concerné soit par l'innovation, soit par les trajectoires de décarbonation à l'échelle d'une zone industrielle ou par la montée en puissance d'équipements de solutions de décarbonation, type pour Solinbac, voilà, n'hésitez pas à envoyer un mail aux différentes adresses qui sont sur la colonne de droite, et on vous a remis ci-dessous les 4 liens vers les pages Agir donc de l'ADEME, qui vous permettront d'accéder au cahier des charges des différents AAP, voilà, aux différentes contraintes et échéances. Ça, c'était pour ces 4 appels à projet là. On va faire un dernier point sur Expedite. Expedite, 2 prononciations existent. Donc, c'est une initiative qui a été déclinée en 4 expérimentations. Ça vous permet, vous, en tant qu'industriel, de bénéficier d'un bureau d'études que vous pouvez voir sur la colonne du milieu intervenant, donc Greenflex, Indico, Cajoule, etc. Pour l'une des thématiques, enfin l'une des expérimentations que vous voyez à la colonne de gauche. Donc il y en a 4. Donc définition d'un trajectoire d'investissement bas carbone, étude d'opportunité à court et moyen terme sur le mix énergétique bas carbone, audit effacement, et le dernier audit stratégique, mais vous allez voir, il est complet. Donc si vous êtes intéressé sur l'une des 3 premières expérimentations, n'hésitez pas à vous renseigner pour Expedite. Vous pourrez donc bénéficier voilà, d'un bureau d'études avec qui vous travaillerez pour définir ou faire les différentes études d'opportunité. Donc, ce que je disais à l'instant, c'est que malheureusement, l'audit stratégie d'approvisionnement en énergie décarbonée est victime de son succès, donc il est complet et on n'acceptera pas, on peut plus accepter d'autres participants. En revanche, on a notamment il nous reste des places, on a pas mal de places disponibles encore pour l'audit effacement de la consommation électrique. Donc, si vous êtes intéressé sur des possibilités de réduire votre consommation électrique en tant qu'industriel lorsqu'il y a de fortes tensions sur le réseau, n'hésitez pas à prendre contact. Voilà, il y a encore de places disponibles pour cette 3e expérimentation. Par contre, voilà, on arrive quand même à la fin de ce dispositif. La dernière clôture est donc dans moins d'un mois, le 1er juin 2022. Donc, si vous êtes intéressé, il y a le lien Agir, enfin sur la page Agir, dans le petit carré vert. Toujours une adresse mail sur laquelle on répond assez rapidement si vous avez des questions, donc décarbonation.industrie@adem.fr. Et enfin, si vous voulez échanger directement avec les bureaux d'études responsables des différentes expérimentations. Donc, on a également mis les liens, enfin les adresses mail, et on a barré donc l'audit stratégie puisqu'il n'y a plus de place. Et enfin, avant le dernier échange de questions-réponses, donc pour les prochaines rencontres de la transition industrielle, sachez qu'il y en a 4 là qui sont prévues, donc de toute façon on communiquera sur les dates précises, mais il y en aura une début juin, une en juillet, on laisse passer le mois d'août, et puis à la rentrée, donc une en septembre, une en octobre. Donc ces rencontres de la transition industrielle où il y aura plusieurs thématiques. La prochaine, qui est donc pour la 5e RTI, c'est la thématique, c'est comment accélérer le financement de la décarbonation dans l'industrie. Donc voilà, plutôt axé finance, déblocage des investissements. Et puis après, ça sera focalisé sur les plans de transition sectoriels, donc les PTS, en juillet sur l'aluminium, en septembre sur l'ammoniac et en octobre sur l'acier. Donc les plans de transition sectorielle, c'est voir les différentes pistes, les différents scénarios possibles pour décarboner un secteur. Parmi les différents secteurs énergo-intensifs. De même, vous avez toujours une petite adresse mail si vous souhaitez poser des questions sur cette thématique-là. Et on en a terminé du coup avec la présentation donc, du dispositif et les autres actualités. Donc on vous propose de participer à un dernier échange de questions-réponses. On a un petit quart d'heure. Si tu veux, Daniel, je te laisse la main à nouveau. C'est à repérer des questions qui seraient revenues plusieurs fois ou qui seraient restées sans réponse sur les différents volets. Oui, alors en fait, beaucoup de questions ont été répondues en ligne, hein, mais je pense qu'il y en a certaines sur lesquelles il est intéressant de revenir. Notamment quand on parle de valeur cible en euros par tonne de CO2, je pense qu'il faut peut-être réexpliquer comment vous calculez
la tonne de CO2 évitée sur 20 ans, parce que je crois qu'on avait eu des petites incompréhensions lors d'autres webinaires. Et puis vous donnez quelques exemples de valeurs, je crois aussi, dans la réponse. Alors donc là, on va surtout parler du coup pour le volet 2 des carbanes qui était spécifiquement concerné par cet indicateur cible qui sont les euros d'aide par tonne de CO2 évité. Donc en fait, c'est comment on calcule cet indicateur. C'est pas compliqué, on prend la subvention demandée, donc les euros d'aide, que l'on va diviser par les tonnes de CO2 évitées par le projet sur 20 ans. Donc voilà, ça fait numérateur montant de la subvention, dénominateur tonnes de CO2 évitées fois 20. Donc ça nous donne un chiffre qui a effectivement été c'était un critère qui a été beaucoup sollicité sur Décarbane pour classer les projets. À titre en moyenne, je pense qu'on avait déjà répondu dans le chat. En moyenne, hein, on a eu les projets étaient inférieurs à 10 € d'aide par tonne de CO2 évité sur 20 ans. En moyenne sur tout Décarbane, donc depuis le début 2020, enfin Décarbane plus Indus, pardon. Donc voilà, depuis le dispositif, depuis début 2020. Donc ça reste assez bas. Évidemment, c'est une moyenne, donc il y a des projets qui vont bien au-delà de ces 10 €. Même actuellement, là où on est sur la fin du plan de relance avec du coup une fin de budget, ça va quand même au-delà. C'est compliqué pour nous de vous donner un chiffre cible parce que en fait, ça dépend forcément de vos concurrents, des autres industriels qui ont déposé des projets. Là, si on a beaucoup de dépôts de projets avec des projets très efficaces, forcément, comme c'est l'un des critères de sélection, et ben, plus vous avez des euros d'aide par tonne de CO2 évité sur 20 ans faible, plus votre projet sera compétitif. Et c'est notamment pour ça qu'on vous conseille d'ajuster votre aide en fonction en fonction des limites de la rentabilité de votre projet, bien évidemment. J'en profite du coup quand même pour repréciser que dans le cadre donc de l'appel à projet Industrie Zéro Fossil, donc là dans ce qu'on vient de vous présenter, sur Décarbane, il y aura toujours les euros par tonne de CO2 évité sur 20 ans. C'est l'un des critères de sélection. Mais il y a un second critère qui est les euros d'aide par mégawattheure fossile évité, mégawattheure que ce soit en combustible soit en intrant. Ça, c'est le second critère qui sera également très important. Donc les projets seront classés et priorisés suivant ces deux critères. Et là, j'ai pas de chiffres à vous donner parce que c'est une nouveauté, les euros d'aide par mégawattheure évité, c'est une nouveauté, donc je peux pas vous donner de chiffres moyennés sur ce qu'on a fait précédemment. D'accord. Alors, il y avait une question aussi sur les scénarios contrefactuels. Florent Villard a fait une réponse par écrit. Je crois que ça serait bien qu'il la répète peut-être par oral. Oui, tout à fait. Donc, c'était une question sur comment construire un scénario contrefactuel. Donc, c'est vraiment à c'est l'industriel, le porteur de projet qui doit définir un scénario contrefactuel, nous le proposer dans le cadre du dépôt de dossier. Et par la suite, il y a tout un travail lors de l'instruction des projets de challenge de notre part, des équipes de l'ADEME sur ces scénarios contrefactuels. On va dire que les deux grands axes pour construire un scénario contrefactuel sont les suivants. Si vous avez un projet de récupération de chaleur fatale ou d'ajout de briques de process qui sont dédiés à la décarbonation de l'industrie, à ce moment-là, on peut considérer, il est acceptable d'avoir un scénario contrefactuel qui soit égal à 0 €, donc un scénario nul. Pour tout ce qui est du remplacement d'équipements existants par des nouveaux équipements plus performants, etc., à ce moment-là, il s'agit de chiffrer dans le scénario contrefactuel un équipement neuf, standard, sans performance environnementale particulière. Et si vous ne parvenez pas à faire ça, le cas de repli, c'est de chiffrer de la maintenance amortissable sur votre installation actuelle sur 10 ans. C'est clairement pas le cas qu'on privilégie, donc on cherche à chaque fois à avoir un chiffrage d'un équipement standard sans performance environnementale particulière. Mais voilà, si vraiment c'est compliqué, vous avez ce plan de repli sur la maintenance amortissable. C'est les deux grands axes pour construire un scénario contrefactuel. D'accord, merci beaucoup. Il y avait une question aussi sur le TRB, de savoir si c'était vraiment un critère
rédhibitoire quelque part? Enfin, il y avait aussi déjà, pourquoi vous avez changé la méthode de calcul peut-être? Et puis surtout, est-ce que c'est un critère rédhibitoire ou est-ce que si je ne satisfais pas à ce TRB, je peux néanmoins bénéficier d'une aide? Et là, je crois que c'est Théo qui avait répondu par écrit là-dessus, je crois. Donc peut-être, ça serait bien Oui, de repréciser à l'oral, peut-être. Voilà. oui. Alors au niveau du TRB, donc dans le calcul du TRB, il y a pas, on prend pas en compte le scénario contrefactuel, et donc le TRB est calculé sans ce scénario contrefactuel. Donc, Mm. de fait, par rapport à la dernière, au dernier AAP, on a des TRB qui vont être plus hauts, et d'où notamment voilà le fait qu'on remonte ce TRB non plus à 24 mois mais à 48 mois. Et peut-être en complément, en fait, en tant qu'industriel, si vous déposez avec un projet qui a un TRB inférieur à 48 mois, on ne rend pas le projet directement inéligible. Par contre, on abaissera l'aide jusqu'à atteindre le TRB de 48 mois. Voilà, ça c'est un point important, je crois, parce qu'il y avait des interrogations un petit peu là-dessus, hein. Voilà, alors après, il y avait beaucoup de questions sur les intrants, le scope 3, etc. Bon, je crois que clairement, il a été répondu qu'on était bien sur scope 1 et 2 en ce qui concerne le CO2, hein. Il y avait évidemment pas mal de remarques sur le fait que tout ça est très rapide, que les industriels vont avoir un petit peu de mal à répondre, notamment les plus petits, et puis des interrogations, bien sûr, sur la suite de tous ces dispositifs. Là, je pense qu'on ne peut pas forcément répondre à tout aujourd'hui. Il y avait pas mal de questions sur le volet 3, mais là, je pense que clairement, on vous donne rendez-vous le 16 juin. Vous recevrez les invitations, bien entendu, et là, on rentrera dans le détail, parce que certains s'étonnaient un petit peu que le guichet ASP s'arrête avant la date prévue, mais en fait, il n'y a pas de discontinuité, si j'ai bien compris, hein, puisque l'un va remplacer l'autre, et même plutôt élargir, si j'ai bien compris également, sur certains scopes. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Sauf J'ai pour noté. les. Oui, pardon. Pardon de donner une Oui, précision, vas-y. sauf pour les plus petits projets. C'est-à-dire que Oui. pour le guichet ASP, c'était à partir de. Enfin, il n'y avait pas de montant limite et typiquement, l'ASP a fait des aides à quelques centaines d'euros. Ah, Soyons clairs, ouais. l'ADEME ne fera pas des aides au niveau Ah ouais. de centaines d'euros et même des milliers d'euros, hein. 100 000 euros, non? On 100 000, commence à non? quelques. Oui. 100 000 euros de CAPEX, ça veut dire des aides probablement autour de 40-50 000 au minimum. D'accord. Ok, Sinon, on ok. passe beaucoup trop de temps pour pas grand-chose. D'accord. Alors voilà, moi, c'est une note que j'avais vue. Sur BCAT, il n'y avait pas eu trop de questions. Elles ont été répondues sur la biomasse agricole, sur le CSR. Alors, il y avait aussi la question du CSR, savoir s'il était traité plutôt dans Décarb Inde ou dans BCIAT, mais ça aussi, ça a été répondu en ligne, je crois. Voilà un petit peu les points que j'avais notés. Je ne sais pas si vous en avez vu d'autres qui méritaient d'être repris à l'oral. Ouais. Alors, juste peut-être Daniel, pour revenir sur, effectivement, il y a eu pas mal de questions sur, alors de remarques sur les délais très courts pour déposer Oui. un projet et de questions pour la suite. Il y a quand même une idée là, c'est un dispositif en fait, Industrie zéro fossile, qui aurait pas dû sortir s'il n'y avait pas eu les événements en Ukraine. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on serait parti sur les dispositifs France 2030. Il serait sorti plus tard dans l'année. Voilà, il y aurait plus de délai. Donc en fait, effectivement, le délai est assez court. Là, ça fait un mois et demi pour déposer des projets, mais c'est parce qu'ils visent effectivement des projets qui sont déjà dans les cartons depuis quelques mois, qui ont déjà eu le temps d'être bien réfléchis par les différents industriels. Donc c'est pour ça que la date de clôture est assez proche, surtout qu'en plus elle vise quand même des projets qui peuvent être mis en place dans des délais raisonnables. Donc c'est pour ça que la date de clôture est assez proche. Pour ce qui est de la suite, donc France 2030 a été annoncé, on l'a évoqué tout à l'heure, avec un budget à 5,6 milliards d'euros. C'est pour les années qui viennent, c'est pas tout pour 2022. Donc de toute façon, il y aura d'autres dispositifs qui seront mis en place, certains qui seront dans la continuité de ce qu'on a là, BCIAT, Décarbone, certains qui seront un peu différents, un peu novateurs. Ça sera mis en place
d'ici la fin de l'année, on espère. Sinon, ça sera début 2023 pour les premiers. Mais voilà, c'est pas la fin de l'aide à la décarbonation de l'industrie. On est même plutôt au début, en fait. C'est le début, oui. Ça, c'est important de le dire aussi. On est au début d'une grande aventure, là. Tout à fait. Est-ce que vous pensez qu'il y avait d'autres questions qui méritaient qu'on y revienne oralement, sachant qu'évidemment, bon, on va vous envoyer les slides, comme ça a été dit, l'enregistrement. On va regarder peut-être les réponses qui n'ont pas eu, qu'on n'a pas eu le temps de faire aujourd'hui. Et puis peut-être mettre à jour la FAQ. Vous vous souvenez peut-être qu'on avait fait avec l'ADEME une FAQ, notamment sur Décarb Inde. Et peut-être qu'on pourrait imaginer que dans les semaines qui viennent, on mette à jour finalement cette FAQ. Ça aussi, on pourra vous le diffuser largement, bien sûr. Voilà un petit peu. Et puis le rendez-vous du 16 juin, donc qu'on a dit tout à l'heure, pour la suite sur le volet 3. Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre fin à ce webinaire ou pas? Pas de remarques? J'ai l'impression qu'on a réussi à répondre à Oui, vous avez répondu à beaucoup des de questions questions dans le chat. Oui, absolument. Donc ça, Espérons que c'est c'est intéressant. convenu Bien à entendu, tout le monde. on va reprendre tout ça très, très proprement. En tout cas, grand merci à tous nos experts hein, de l'ADEME et de la GE qui sont intervenus aujourd'hui avec nous. Et donc, comme promis, on vous envoie tous ces documents. Et rendez-vous le 16 juin pour la suite. Donc, bonne journée à tous. Merci encore.